Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la fac au chatbot, comment moderniser votre documentation technique. Alors, moi je m'appelle Volard Alain Bondreni et je crée Captain Doc. Et mon compère d'aujourd'hui, c'est Xavier Xavier Tissot. Boussaïer. Et je suis cofondateur d'Hello My Bot et je travaille avec Vola déjà depuis quelques mois sur la partie automatisation des FAQ dans un chatbot. Voilà, alors donc je vais partager mon écran et je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc voilà. Vous avez normalement, vous avez dans le chat, vous pouvez poser vos questions en fait. Donc n'hésitez pas. On aura un temps après de questions-réponses si on n'a pas, pour prolonger en fait ce moment et, euh, et répondre à vos attentes, aussi, à vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Juste comment ça va se dérouler. Donc, d'abord, on va présenter rapidement ce qu'on fait, Captain Doc et Hello My Bot. Ensuite, on va expliquer pourquoi, dans quel contexte on a décidé de proposer cette offre. Et on va démarrer sur la fac classique, qui est le travail préparatoire. Et puis ensuite, Xavier vous expliquera plus en détail justement en quoi ça consiste son métier par rapport au chatbot, et puis on vous présentera l'offre. Donc, Xavier, n'hésite pas aussi à m'interrompre s'il y a des choses à rajouter ou quoi. Je le ferai. Si tu dis des bêtises, surtout, je le ferai. Ça marche. Non, c'est une plaisante. Et n'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour vos questions, on répondra. Alors rapidement, Captain Doc, en fait, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. Et là, vous nous voyez sur notre stand au Nexi l'an dernier, avec ma collègue Coralie, qui est en charge de la communication. Et en fait, si on va juste, pour résumer, on est fournisseur de documents techniques. On a nos bureaux à La Réunion. Le siège est à Paris et en ce moment, je vous parle de Barcelone. Voilà. Donc, nos clients sont un peu sur ces 3 endroits. À La Réunion, on a démarré l'an dernier. Voilà, et on espère pouvoir collaborer avec d'autres entreprises réunionnaises. C'est la raison de notre présence au Nexi. Donc là, j'ai peut-être dit un gros mot pour des personnes en documentation technique. En fait, il y a des gens qui me demandent, mais on ne comprend pas vraiment ton métier, qu'est-ce que c'est? La documentation technique, qu'est-ce que c'est? Et en fait, si je veux résumer, la documentation technique, c'est fournir l'info utile au moment utile. Ok, ça ne nous avance pas trop. Bon, l'exemple type, c'est le mode d'emploi, parce que personne ne lit un mode d'emploi pour le plaisir. On lit un mode d'emploi uniquement quand on a besoin d'effectuer une action parce qu'on a un problème, parce qu'en fait, il répond à un besoin, à une info qu'on recherche. Donc voilà, le mode d'emploi, c'est vraiment le basique, mais la documentation technique, elle recouvre énormément de types de supports, de documents. Ça peut être des notices d'installation. Ça peut être aussi, vous savez, les consignes de sécurité que vous avez dans l'avion, que peu de monde lit, malheureusement, mais en fait, qui sont quand même vitales. Et puis, si vous travaillez avec des logiciels, donc vous avez les release notes, la documentation d'API. En fait, il y a énormément de... C'est une réalité très diverse, en fait. Et la rosace là que je vous ai mis au milieu, c'est pour vous expliquer que à chaque étape
dans la vie d'un produit, on retrouve des documents techniques. Si vous allez lancer votre produit sur un marché étranger, ben, en fait, il faut de la doc dans la langue du pays. En fait, voilà, il y a des nécessités réglementaires, en fait, des exigences réglementaires. Quand vous démarrez, quelqu'un utilise pour la première fois votre produit, ben, voilà, enfin, il y a des getting started, enfin voilà, des guides de prise en main rapide. Voilà, c'est juste pour donner un petit rapidement un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse en fait, c'est la fac classique, donc qu'on peut retrouver sur votre site internet, et on va dire la suite intelligente, son chatbot, dont Xavier parlera plus en détail. Voilà, Xavier, je te laisse te présenter. Oui, alors, bonjour à tous. Merci Vola déjà parce que bon, on est partenaire de Capitaine Doc depuis justement l'année dernière, je pense à peu près au moment où de ce premier salon sur lequel tu avais participé, on travaillait déjà ensemble. Et pour présenter Hello MyBot, nous on est une solution numérique, une plateforme de programmation d'assistants virtuels. Alors, pas que des chatbots, on crée des assistants virtuels qui écoutent, comprennent et répondent à vos audiences. Donc, notre objectif est de pouvoir créer ces assistants par téléphone, soit par messagerie, donc SMS, WhatsApp, chatbot sur une page web, ou aussi sur des enceintes connectées. Donc, l'année dernière, je crois que tu avais fait quelques démos d'ailleurs, notamment sur certains produits qu'on avait mis en place. Et il est vrai que aujourd'hui, notre collaboration sur la partie FAQ correspond plus très certainement à la partie chatbot. En revanche, on commence à avoir des projets aussi par téléphone, notamment sur du support client et toutes ces documentations qu'on a pu rédiger pour pouvoir y répondre par messagerie sur une web chat, notamment les FAQ, eh bien, on peut aussi le faire par téléphone pour répondre à vos audiences. Par téléphone, par enceinte connectée, mais on va dire plutôt par téléphone, notamment sur le sujet du support. Et donc voilà, on a une très grande complémentarité entre nos deux entreprises pour pouvoir justement bien rédiger cette partie conversationnelle, bien rédiger les FAQ et de l'autre côté, bien répondre avec ces rédactions, puisque tout passe par l'écrit chez nous et ensuite est soit retranscrit en oral, soit retranscrit par message. Donc voilà pourquoi Hello MyBot et Captain Doc travaillent ensemble sur ce projet. Je te laisse présenter la suite, voilà. Ouais. Alors, pourquoi on arrive vers vous en ce moment, en cette période, on va dire, un peu compliquée dans toutes nos vies. Alors, bon, l'idée, c'est pas de démoraliser les troupes, mais donc depuis mars 2020, on vit une période assez particulière et les experts disent on va alterner des périodes de confinement et de déconfinement. Et dans ce contexte particulier, on a besoin de communiquer plus d'informations. Par exemple, on a eu sur les changements d'horaire, en fait, le magasin, avec des horaires adaptés, par exemple pour les personnes plus fragiles. En fait, voilà, il y a plein d'infos qui sont liées à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui nous demandent de communiquer plus et de communiquer mieux. Un autre type d'information qui a été vraiment, on va dire, prégnant, c'est les gestes barrières. Donc, ce sont tout ce type d'information, ça paraît anecdotique, mais c'est une information à passer, donc un document technique, on va dire, mais par exemple aussi, si vous avez dans le tourisme, en déconfinement, vous deviez réserver
une activité. Avant, si vous vouliez aller voir des dauphins, en fait, il suffisait d'appeler. Maintenant, en fait, il faut, par rapport à la jauge de personnes, il faut réserver vos créneaux horaires. Et donc, cette période, pour nous, c'est une période d'opportunité pour passer vos messages d'une meilleure manière. Donc, il y a une autre, on va dire, une autre donnée à prendre en compte, c'est le fait qu'il y ait la distanciation sociale. On doit réinventer les supports. Avant, les QR codes, ils étaient utilisés, mais pas, ils avaient été un peu abandonnés. Mais là, tout simplement, par exemple, je vais prendre juste l'exemple qu'on a eu ici à Barcelone, quand les restaurants ont commencé à ouvrir à nouveau. Pour éviter le contact, éviter de trop toucher, en fait, par exemple, un menu, on a remplacé les menus par des QR codes qu'il faut lire, en fait, qui vous emmènent sur la page web avec le PDF où il y a le menu. Ok ? Donc ça, en fait, c'est un autre exemple de comment je change le support dans cette période, dans ce contexte sanitaire dégradé. Et le troisième point, c'est OK, on a changé les supports, mais il y a toute une pédagogie à faire, à mettre en place pour expliquer aux gens, mais voici comment vous devez utiliser ces nouveaux supports. Du coup, je reprends cet exemple de la carte du menu, en fait, du menu du restaurant. C'est une anecdote que je trouve rigolote, mais c'est pas pour me moquer des gens, mais c'est juste pour expliquer un peu le type de problèmes sur lesquels qu'on peut avoir. Donc j'étais dans ce restaurant italien et à la table d'à côté, il y avait un couple qui avait, je sais pas, entre 35 et 45 ans, je sais pas exactement. Et ils attendaient. Personne ne leur avait expliqué que le menu était sur un QR code qui était disposé sur leur table. Et donc, ils attendaient que le serveur leur apporte le menu. Et du coup, le serveur, il est arrivé et il a dit est-ce que vous avez fait votre choix? Et en fait, ils ont dit on attend la carte. Et le serveur a dit elle est là. Et puis il a montré le QR code. Et donc en fait, ils ont dit ah ok d'accord, on va le regarder. Et ils se sont mis à fixer intensément le QR code avec leurs yeux. Parce que personne ne leur avait expliqué que pour lire un QR code, en fait, on peut pas le lire avec les yeux. Il faut un lecteur, il faut un téléphone. Et du coup, j'ai rigolé, mais si on n'explique pas aux gens comment on accède à ces nouveaux supports, en fait, vous allez perdre des gens. Vous voulez passer des infos, mais vous leur avez même pas expliqué à la base que la base de la base, c'est voilà comment accéder à l'information. Donc cette pédagogie, c'est une opportunité pour nous, et puis ces nouveaux supports, c'est une opportunité pour vous aussi par rapport à votre entreprise, par rapport aux services que vous proposez, d'avoir quelque chose dans l'air du temps, mais en fait surtout qui serve aux utilisateurs, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu c'est dans ce contexte-là qu'on vous propose l'offre qu'on va vous détailler dans les slides qui viennent un peu plus tard. Je vais juste aller rapidement sur la FAQ, parce que on avait déjà fait un webinaire sur la FAQ, comment faire une FAQ, mais là l'idée c'est de vous présenter pourquoi ce travail préparatoire pour les chatbots est essentiel et on va dire
bonus, si vous avez une fac classique sur votre site, en fait, c'est bien pour vous. Alors pourquoi? Alors, tout d'abord, une fac, ça vous permet d'améliorer votre produit, votre service, tout simplement parce que, en fait, un produit qui n'est pas documenté, c'est un produit à qui manque quelque chose. Voilà. La fac, c'est du contenu à valeur ajoutée pour votre site internet. En faisant une FAQ, en fait, vous rajoutez du contenu qui va permettre aux internautes de vous chercher, de vous trouver, car vous serez mieux référencé sur Google. Alors, moi, je suis pas une experte du référencement, mais une fac, ça vous permet, en fait, de produire du contenu de qualité et on espère que vous allez pouvoir capter comme ça peut-être des prospects, des gens qui ne sont pas forcément à la base utilisateurs de votre solution, mais parce que vous présentez quelque chose avec votre expertise, et ben, vous pouvez les attirer à vous. En ce qui concerne vos utilisateurs existants, une fac, ça génère de la satisfaction. Dans le sens où, alors je sais pas pour vous, je sais pas toi Xavier, mais personnellement, quand je dois appeler un service client, il y en a certains pour qui c'est un peu en fait une tannée de décrocher le téléphone. On aimerait mieux avoir notre réponse directement par nous-mêmes en fait. Oui, c'est sûr. Mais l'idée, c'est aussi en fait, je crois il faut s'extraire du canal de communication et pouvoir répondre à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, en fait. Et essayer, du moins, de le faire au maximum. Donc, il y a sûrement des personnes qui préféreront traiter cela au téléphone, d'autres par WhatsApp, d'autres sur une page web, d'autres par email, d'autres. Et en fait, l'idée est enfin, je crois hein, aujourd'hui, de pouvoir être là où on a envie d'avoir une réponse. Tout à fait. Non, je te rejoins là-dessus. On est tous différents et en fait, il faudrait pouvoir avoir la réponse de la manière la plus, on va dire, vers laquelle tu vas aller de la manière la plus naturelle. On est d'accord? Si je suis plus habituée au WhatsApp, j'aimerais mieux avoir ma réponse au WhatsApp, par exemple. On est tout à fait d'accord. Et une fac, ça permet aussi un peu d'engager une conversation avec le client dans le sens où vous pouvez faire remonter vos remarques et on va l'intégrer à la fac et améliorer. Donc voilà, ça c'est rapidement quelques points pour lesquels une fac, on va dire classique, elle est importante. Mais dans le cadre de notre partenariat avec Hello My Bot, en fait, cette étape de la fac, elle est indispensable parce que c'est elle qui va permettre de structurer le contenu et d'avoir en fait une meilleure une réponse plus pertinente du bot ou enfin de l'intelligence artificielle. Donc comment on fait pour construire une FAQ avec dans l'idée après d'avoir un chatbot? Alors le plus important en fait, c'est l'utilisateur au centre. Mais ça c'est un principe qui arrivait avant les chatbots. Mais on a vraiment besoin de savoir à qui on s'adresse, quels sont ses besoins, et d'avoir une cohérence en fait sur la manière dont vous adressez à votre client. Il faut utiliser son vocabulaire. Donc ça, en fait, si vous savez pas qui est votre client, qui est votre utilisateur, c'est difficile. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir le maximum d'infos sur lui.
Et de quoi a-t-il besoin? C'est aussi c'est en répondant à cette question-là qu'on va pouvoir tracer les différents parcours et faire cette fameuse arborescence en fait dont Xavier va plus vous parler et qui va permettre tout simplement de répondre de donner, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais c'est donner l'info utile au moment utile. Mais vraiment cerner votre utilisateur pour répondre à son besoin. Donc voilà, s'il y avait une chose à savoir sur ces FAQ, c'est mettre l'utilisateur au centre. Être dans ses chaussures, d'où les chaussures, papam. Voilà, juste donc on a juste pour info, voilà, j'ai sur le site de Captain Doc, on a commencé à faire une FAQ. Alors on n'a pas tant de questions que ça, mais c'était juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Ce qui est important aussi dans la FAQ classique, c'est de garder, on va dire, le ton, la voix que vous avez défini avec vos clients. Et puis nous, par exemple, à Captain Doc, voilà, on a Captain, on a gardé tout le thème de la mer, donc c'est pour ça qu'on a gardé une espèce de cohérence graphique pour cette FAQ, donc que je vous inviterai à aller voir sur notre site captaindoc.fr si vous avez des questions sur la documentation technique. Donc voilà, ça c'est vraiment... je voulais faire un petit focus sur cette FAQ qui est le travail préparatoire. Mais on va passer... Xavier, je te laisse le micro pour que tu nous montres comment on arrive à ce fameux chatbot. D'accord. Alors oui, bah, l'idée précisément, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nos audiences ont de plus en plus de mal à se concentrer et à faire des recherches. Et donc, parfois, les FAQ qui sont disposés sur un site peuvent être plus... Alors, quand on parle sur un site Internet, peut être plus presque un élément d'aide à augmenter son SEO, comme disait Vola, qu'une véritable consultation. Or, c'est véritablement important de les avoir, de pouvoir donner des réponses à toutes les audiences. En revanche, pourquoi on utilise de plus en plus les FAQ dans les chatbots? Eh bien, c'est à travers un chemin conversationnel, c'est-à-dire les gens ne font plus de recherche, mais plutôt des demandes. Ils veulent qu'on réponde à une question et ne pas avoir obligatoirement à chercher pendant des heures la réponse à leur question. Et c'est vrai que l'assistant virtuel, l'agent conversationnel, que ce soit par téléphone ou que ce soit par messagerie, se prête beaucoup plus à cette partie. Ce qui fait que nous, comme fournisseurs, si tu peux passer le slide suivant, par exemple, dans les exemples que l'on peut vous expliquer, on a eu justement dans le cas du Covid, pendant les derniers mois, eh bien, beaucoup de demandes, alors pas obligatoirement de FAQ en tant que tel, mais ça correspondait exactement à cette partie-là, c'est-à-dire comment résoudre des problèmes notamment qui sont expliqués. Là, c'était un site de camping, camping.com, sur lequel, eh bien voilà, avec le Covid, les gens devaient annuler ou complètement annuler leur réservation ou déplacer leur réservation. Et tout était traité dans les FAQ. En revanche, on a tout repris de manière conversationnelle afin de donner les réponses d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, et que les gens puissent avoir les réponses directes à leurs questions. Ce qui fait que l'expérience est beaucoup plus intéressante, le rapport avec la marque, avec la marque, l'organisme, l'institution est beaucoup plus simple. Et on a commencé au départ à faire ce projet de bot par chatbot sur la page web. Mais finalement,
petit à petit, puisqu'on recevait de nombreux appels pour les annulations, eh bien, on est passé aussi sous forme de callbot, c'est-à-dire par téléphone, directement intégré dans leur centrale d'appel. Donc, il y avait une partie taper 1, taper 2, taper 3, évidemment, comme très souvent. Mais quand on voulait justement aller dans la résolution des questions fréquentes sur les annulations et les remboursements, eh bien, c'était l'agent conversationnel, le bot, qui prenait le relais. Donc, surtout, n'hésitez pas à penser à chaque fois que vous rédigez ou qu'on vous aide à rédiger ces questions fréquentes, les questions fréquentes et leurs réponses, eh bien, on a besoin de les rédiger de différentes manières, soit sous forme conversationnelle, soit sous forme de document où il y ait toutes les informations. Et c'est en quoi on essaye de travailler avec pour arriver à améliorer la lisibilité de ce type de démarche. Je veux bien que tu passes celui d'après. Donc en fait, c'est assez, je vais dire, c'est assez simple, mais ça ne l'est pas évidemment comme d'habitude. Sinon, ce serait trop facile. Mais l'idée est de pouvoir bien catégoriser toutes les questions auxquelles on veut répondre à nos clients, à nos audiences. Et à partir de ce moment-là, quand on a catégorisé quand on a défini les grandes catégories, ben, dans chaque catégorie, on va redéfinir les sous-catégories de réponses aux questions sur lesquelles on doit pouvoir donner une réponse, afin de pouvoir guider la personne tout au long de sa conversation avec le chatbot. C'est absolument fondamental de l'aider, de le guider, parce qu'aujourd'hui, répondre seulement à la question « En quoi puis-je vous aider ?» c'est un rêve que l'on aimerait arriver vraiment tous à faire, mais qui est très compliqué parce qu'on peut dévier sur de trop nombreux sujets. Et en fait, on va accompagner la personne. En quoi puis-je vous aider sur votre réservation ou sur une annulation? Eh bien déjà, ça va nous permettre d'aller sur un chemin ou sur un autre, et on va traiter tous ces chemins avec toute la rédaction nécessaire pour que le message soit bien compris et suffisamment explicatif pour que la personne ne soit pas déçue. En fait, ce que l'on essaye de faire, parce que ça n'a pas été le cas pendant longtemps, c'est de faire des chatbots justement ou des callbots par téléphone qui ne soient pas déceptifs, hein, qui répondent vraiment à la question à laquelle que l'on a posée, que la personne a posée. Et pour arriver à faire cela, eh bien, il faut en fait beaucoup travailler et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que souvent la déception ne vient pas tant de la partie technique, hein, mais soit de la rédaction, soit de la mauvaise catégorisation des questions. Est-ce que tu peux passer là, par exemple? Merci beaucoup. Hein, voilà. Là, c'est un exemple de chemin sur lequel, c'est pour vous montrer l'amplitude et la complexité. Vous voyez qu'en haut à gauche, ben, en fait, on n'est que sur une partie de la branche, de toutes les branches hein, sur lesquelles on est en train de travailler sur un bot de FAQ. Donc, on a vraiment tout redécoupé, tout recatégorisé. On essaye de voir quelle question va être posée. Sur cette question, comment va-t-on pouvoir donner la réponse la plus rapidement possible? Nous connectons aussi notre plateforme au service d'information des entreprises, c'est-à-dire à leur système d'information, pardon, pas au service d'information, à leur système d'information, pour aller récupérer des données précises. Si vous avez donné votre nom, votre prénom, qu'on a réussi à localiser que vous êtes tel client, eh bien, on peut tout à fait accéder à votre fiche client, aller chercher votre historique, vous dire « Ah ben oui, vous aviez acheté un billet pour la réunion, ok. » Eh bien, voilà, enfin, essayer de faciliter le travail du consultant, enfin du client, de l'audience qui cherche une réponse à son problème précis et pas au problème de tous les autres. Donc, on peut arriver assez finement à aller résoudre des problèmes très importants et individuels. Juste un autre point qui est aussi pour nous fondamental. Lorsqu'il y a non-compréhension, on essaye, et notamment avec Vola, on a pris cette décision de ne pas faire répéter 70 fois pourquoi
le chatbot n'a pas compris, d'essayer de faire répéter 1000 fois à la personne pour essayer de le comprendre. Non, on essaye plutôt de transférer vers des agents de support, vers des personnes humaines qui seront capables de récupérer le dossier. Et ce qui est important, c'est que lorsque l'on fait ça, que ce soit sur un site web ou par téléphone, on puisse avoir l'historique de la conversation, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le chemin de notre client, afin de pouvoir lui donner aussi une réponse rapide et non pas de lui faire refaire tout le parcours conversationnel qu'il a pu avoir. Donc, toutes ces intégrations entre chatbot ou voicebot et vos systèmes d'information et les questions fréquentes, eh bien, ça demande quand même un petit peu de travail, un petit peu de prise de distance au départ afin de rendre les choses le plus simple possible et peut-être d'y aller pas à pas et non pas de tout résoudre d'un coup, mais de résoudre, par exemple, 80% des incidents ont lieu sur tel sujet. Eh bien, on va commencer par celui-ci. Et petit à petit, on va gérer les 20% supplémentaires de manière la plus cohérente possible, la plus simple possible. Si tu veux bien passer la prochaine. Un exemple concret, donc vas-y, je te laisse. Voilà, alors l'exemple concret, je vous inviterai à aller le visiter je vous donnerai l'adresse, mais là tu peux mettre la petite vidéo si tu veux, voilà. On voit exactement l'assistance qu'on a pu, c'est une typique, entre guillemets, FAQ conversationnalisée, même si ça se dit très certainement pas, mais en gros, oui, traité de manière conversationnelle, de façon à pouvoir résoudre, eh bien, voilà, les problèmes sur un problème de réservation ou autre. Et je vous inviterai, enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de mise en place et comment on fonctionne, surtout n'hésitez pas à nous poser des questions parce que c'est vrai que on est dans le quotidien plongé dans la mise en place de ce type de démarche conversationnelle avec nos clients, mais on n'est pas toujours très clair, donc il y a toujours cette partie ambivalence entre la partie technique et la partie réalisation, et c'est justement pour ça qu'on travaille ensemble avec Vola pour essayer de rendre cela le plus naturel possible. Tu as peut-être quelque chose, tu veux peut-être ajouter quelque chose, Vola, justement? Non, je pense que tu as bien, tu as dit, enfin, j'ai rien à rajouter là-dessus. Non, non, mais c'était juste pour, voilà, c'est un travail d'équipe sur la partie connectique, sur le support sur lequel on veut travailler, sur le design conversationnel du traitement des questions fréquentes, afin de pouvoir transformer une base de connaissances en une conversation de connaissances aussi. Et en conclusion de cette partie, mais je crois que il y a vraiment beaucoup à faire. Vous pouvez gagner beaucoup de temps et vous pouvez faire gagner beaucoup de temps à vos audiences en ayant des FAQ très bien rédigés et très bien ordonnés pour pouvoir réaliser des chatbots. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce côté conversation. Comme si oui, enfin, nous, c'est notre objectif, c'est de gérer des conversations. Et des conversations sur des questions fréquentes, c'est vraiment l'idéal puisque c'est la plupart du temps, les marques veulent, les audiences veulent parler avec les marques, veulent avoir des réponses à leurs questions. Et c'est très difficile d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Et un bot peut l'être et peut répondre à une grande majorité des questions s'il est bien entraîné, s'il est bien formé et s'il a été bien préparé. Exactement. Du coup, on passe sur l'offre. Bien sûr. Attends. Hop là. Donc en fait, on a mis une offre spéciale pour ce salon qui est valide jusqu'au 11 novembre. Donc il ne vous reste plus que quelques jours. Pour un bot sur une base de 10 questions. Donc tout ce que Xavier vous a expliqué par rapport au design conversationnel, ce qu'on peut faire. Donc voilà, nous, on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions sur vos projets. Donc voilà, il y a une phase d'accompagnement et puis
mise en place. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir un peu quelles sont vos attentes et puis voilà, si on peut, en quoi on peut répondre. On peut discuter, oui, avec vous sur sur des interrogations que vous pouvez avoir. Exactement. Donc voilà pour ce webinaire. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. Juste, alors, ah oui, on n'avait pas fini. Oui, en fait, on a aussi un stand sur le NXT dans lequel il y a une roulette de la fortune. Donc, vous pouvez aller jouer dessus, essayer, vous tenter votre chance. Mais plus sérieusement, en fait, on a mis un certain nombre de documents et de vidéos. Coralie, elle a fait un travail énorme sur le stand. Et n'hésitez pas à passer. Donc, on est sur le hall 1. Déposez votre carte ou caler un rendez-vous. Là, je crois que le salon se termine là aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on vous laisse nos contacts. Et puis, et on est dispo pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de... Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous pouvez être une capture d'écran pour nos contacts. Et puis, je vais arrêter la présentation. Et puis, on va regarder s'il y a des questions dans le chat. Et n'hésitez pas. Donc là, j'arrête. Hop. Oui, à première vue, hop, non. Ça a marché ou pas? Non, mais on n'a pas de questions pour le moment. D'accord. Ah si, j'ai quelques questions, effectivement. Monsieur Olivier Sébastien. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, Aurore, est-ce que tu peux... Ok. Le modèle économique, en fait. Le forfait de 200 €. En fait, ça se passe toujours sous deux formes. Il y a une partie de setup en fait qui est payée une seule fois. Donc c'est la définition en fait la réalisation de cette arborescence des questions-réponses que ferait justement Vola avec nous et afin de je suis pas sûr que vous m'entendiez. Si, ok, pardon. Je ne sais pas si au début vous avez entendu ma réponse. Olivier, tu peux. Olivier, je crois que tu as ton... Oui. Ah, pardon. Alors, en fait, vous entendez le bruit de mon clavier, mais vous ne voyez pas, je crois. Désolé. Exactement. Merci beaucoup à Aurore, en fait, de m'avoir branché. Désolé pour la nuisance sonore. Mais oui, voilà, vous l'avez bien compris. J'avais du mal à comprendre le modèle économique, c'est-à-dire que du coup, il y a les 2 900 € qui est la mise en place du dispositif. Exactement. Et alors après, donc, une facturation au nombre de conversations, c'est ça? Exactement. Selon le nombre de canaux utilisés, si c'est qu'un chat ou si c'est sur des messageries ou si c'est sur téléphone, et au nombre de conversations et en fonction du volume de conversation, il y a des abonnements différents en fait. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais est-ce que du coup, si vous permettez, je réagis à votre... je vous en prie, non, allez-y. Merci. Est-ce que du coup, en fait, vous voulez dire que quand on souscrit donc à un forfait, on ne peut pas borner ce que ça va nous coûter? Je vous donne un cas très simple, c'est que si on allait dans cette direction, on va donc proposer à notre public un chatbot, par exemple. Mais en fait, très sincèrement, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de l'accueil. Est-ce que ce sera plutôt 100 conversations? Est-ce que ce sera plutôt 1000? Or, s'il y a une différence de facturation entre 100 et 1000, nous, on va pas réussir à payer ça, en fait. Non, mais il y a une grille tout à fait vraiment qui dépend du volume de communication et en fonction de ça, c'est vraiment très très dégressif en fonction du nombre de communications. On a des clients qui sont à 25 000 communications par mois et voire plus. Donc non, c'est vraiment l'idée. Enfin, là, on a mis sur un projet
sur un entre guillemets petit projet, voilà comment ça se passe. Mais après, il faut vraiment qu'on étudie ensemble quel est le volume, la volumétrie du projet. Mais aussi, c'est adaptable. Je pense que en fonction du nombre, on peut, partir sur le nombre qui est certain, justement. C'est ça la difficulté. Oui, au départ, on démarre. Oui, tout à fait. On démarre toujours avec. Est-ce que ça va plutôt être 1000 ou 10 000? Au début, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de. Le support se fait de quelle manière, en fait? Essentiellement du web, soit à travers notre site institutionnel. Oui, alors c'est Université de La Réunion, désolé. Oui, voilà, me connaît, mais voilà. Sinon, c'est les réseaux sociaux, mine de rien, qui sont quand même pas mal utilisés. Et l'idée, ce serait justement de pouvoir toucher, comme on est service public, de pouvoir toucher des personnes qui ne sont pas à l'aise finalement avec ces outils-là et de leur proposer d'autres modalités d'interaction. Bien sûr. Ok. Bah je pense que je sais que Vola m'avait déjà parlé de votre projet. Moi, je pense que, en fait, ce que l'on propose souvent, c'est de commencer par un petit projet, de voir comment ça réagit. Et la plupart de nos clients, en fait, upsell, entre guillemets, vont beaucoup plus loin dans leur démarche. Parce que quand on a commencé à répondre à ça et qu'on voit qu'on a des bons résultats et qu'il y a un bon retour, là, petit à petit, on augmente le nombre de réponses, mais il faut que ça ait un intérêt et il faut que ça vous évite comment dire, il faut que ça vous fasse gagner du temps et aussi, entre guillemets, de l'argent, de pouvoir répondre de manière efficace à toutes ces questions. Donc, c'est vraiment une question de calcul. Combien me coûte aujourd'hui le fait de répondre à quelqu'un? Comment puis-je faire pour que ça soit une réponse, pouvoir donner le plus de réponses possible? C'est vraiment il faut aussi voir la partie entre guillemets comptable de la chose, hein, dans le sens où financière plus que comptable, parce que c'est très important et on ne peut pas non plus ne pas laisser les gens, sans aucune réponse. Totalement. Notre fonctionnement administratif, justement, nous oblige un peu à penser comme ça. C'est pour ça que je posais ce genre de questions. Si vous êtes d'accord, j'en ai encore quelques autres allez-y, je vous en prie. Je ne veux pas vous donner la parole, en fait. Je m'en voudrais vraiment de trop parler. Hein. On a d'autres participants. Mais voilà, bon. Une autre petite question, ce serait justement sur le délai pour mettre en place un tel projet. Par exemple, là, on évoquait cette offre avec 10 conversations. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance si, par exemple, on vise une date? En termes de rétro-planning, ça donne quoi? Entre le moment où on prend la décision de mettre en place un dispositif comme celui-là et le moment où il est opérationnel. Alors, ça dépend évidemment, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître totalement stupide peut-être, mais ça dépend de beaucoup de choses. Mais en gros, à l'heure actuelle, on est très sollicité, mais ne serait-ce que depuis 2 jours, à cause encore une fois, du confinement et du Covid, etc. Notamment pour certains de nos clients avec qui on a déjà travaillé et qui tout de suite connaissent l'efficacité de la solution et veulent absolument changer les conversations en fonction des nouveaux dispositifs. Donc, ça peut être très, très rapide. Mais ça dépend aussi beaucoup de comment sont rédigées, comment sont classifiées les questions et les réponses que vous avez déjà en tête. Est-ce que vous avez déjà localisé toutes ces fameuses, on va dire 10, 15 grandes questions? Est-ce que vous avez les réponses qui sont accessibles? Est-ce qu'elles sont déjà rédigées? C'est là où on a vraiment besoin de Vola. Est-ce que on est capable de mettre ça en place assez rapidement, en fait? Parce que toute cette préparation est très importante. Et ensuite, sur quelles sont les intégrations que nous allons avoir à faire au niveau technique avec votre outil, votre page web? Est-ce qu'il va falloir aller se connecter sur des services CRM, sur votre ERP, sur vos systèmes d'information pour aller chercher, je ne sais pas, des horaires, des informations sur les étudiants? Enfin, mais pour vous donner une idée, on a réussi à faire des bots
notamment pour le Covid, là, en une dizaine de jours, ce qui est assez exceptionnel, parce que c'était des bots assez complexes en plus, avec beaucoup d'intégration et beaucoup de canaux, notamment téléphone et écrit. Mais entre guillemets, on a des projets qui durent entre 1 mois et 3 mois, selon la complexité. Selon la complexité et la préparation, la pré-préparation du dossier. C'est-à-dire, il y a des clients qui ont déjà quasiment tout, entre guillemets, et il faut juste les orienter. Et puis, il y a des clients qui ont absolument rien du tout de prêt et sur lesquels il y a quand même toute une partie de préparation. Bien sûr. Non, là, aujourd'hui, je peux pas, dans votre cas, n'ayant pas plus d'informations, c'est difficile pour moi de vous donner un délai. Mais je voudrais pas donner de faux espoirs sur quelque chose parce qu'après, vous seriez déçus, comme avec l'utilisation d'un chatbot qui ne répond pas bien. Eh bien, je vous décevrai aussi mais il faut quand même un minimum juste d'informations, de savoir quel est l'objectif, à quoi voulez-vous répondre et est-ce que vous avez déjà les réponses, les questions et les réponses préparées. De ce côté-là, effectivement, je confirme. C'est pas évident du tout, et puis surtout, ça peut bouger justement en fonction de l'actualité, on va dire. Vous avez commencé à répondre à ma question suivante, c'était l'intégration. Comment se passe justement l'intégration? Est-ce que vous êtes en mesure, par exemple, d'embarquer la solution sur tout type de CMS? Est-ce qu'il y a au contraire des restrictions? Est-ce qu'il y a des accès particuliers? Non, Jusqu'à présent, on a toujours réussi à se connecter sur tous les systèmes. Donc, techniquement, on n'a jamais eu aucun problème. Typo 3, par exemple Comment? Vous avez une expérience avec Typo 3? Non. Aujourd'hui, non. Mais non, ça, je vais vous dire. Mais aujourd'hui, on a sur justement, c'est une de nos grandes forces, c'est notre capacité d'intégration, de créer des connecteurs avec tous les systèmes avec lesquels on a eu affaire, pour pouvoir se connecter avec tous les outils professionnels de nos clients. Très bien, d'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Hein. J'arrête de mobiliser la parole. Non, mais il n'y a pas de question. Merci pour ces questions pertinentes et merci beaucoup. Et très précises. D'actualité, on va dire. Hein. Oui, j'imagine. Potentiellement, tu as pas mal d'utilisateurs avec la réunion, donc ça pourrait. Nous, on serait ravis de travailler avec vous sur un projet de ce type-là. Ça, je sais que ce serait vraiment super. Pour l'instant, vraiment, c'est assez flou. Hein, je vous cache pas. On attend un peu les informations, mais voilà. C'était la raison pour laquelle j'étais vraiment très motivé pour assister à votre belle présentation. Et si j'osais abuser, j'ai aussi une petite question peut-être plus pour Vola. C'est justement par rapport à la préparation de ces contenus, de ces réponses, de la FAQ, de rien. J'ai un souci pour imaginer l'arborescence et la hiérarchie des contenus de la FAQ, parce qu'il faut qu'elle reste accessible pour des personnes qui connaissent par exemple peut-être pas le fonctionnement interne de telle ou telle organisation. À quel moment on peut juger que cette question-là, par exemple, elle commence à être trop complexe, il ne faut pas qu'on la mette dans la FAQ, et là, par contre, il y aura un traitement manuel derrière, ou alors, non, cette question-là, la réponse est simple, la consigne, l'information à faire passer, elle est relativement simple, on n'a pas forcément besoin de prévoir un traitement particulier derrière. Mine de rien, ma question, elle est au carrefour entre la gestion des flux d'informations, mais également les process métiers qu'on a chez nous derrière. Qu'est-ce que ça va dérouler derrière? Donc, c'est pas évident. J'ai du mal à évaluer quand on a, par exemple, justement une information à faire passer à notre communauté, le niveau hiérarchique ou l'arborescence en termes d'importance, parce que ça peut faire peur. Si on ne précise pas tout ça et qu'on met d'emblée, bam, le gros pavé avec tout, ça peut faire peur. Alors, je dirais, en fait, il y a deux...
c'est un problème difficile, et c'est toujours le problème de la catégorisation, c'est un problème difficile en gestion des connaissances, en informatique. Est-ce qu'on a fait des catégories qui sont suffisamment grandes et à chaque fois on se dit ah mais tiens, où est-ce que je la mets cette question-là? Quelque chose de facile et c'est quelque chose qui se fait, on va dire, de manière itérative. Et à chaque fois, en fait, on teste et puis on refait. Pour moi, il y a 2 étapes. Il y a l'exhaustivité et puis ensuite la qualification. L'exhaustivité, c'est-à-dire qu'on va, je ne vais pas rentrer du tout dans le côté technique mais on va vraiment collecter toutes les informations on va récupérer tes conversations Facebook, enfin toutes les sources de mails, toutes les sources d'informations, on va les récupérer. Et ensuite, on va faire on va leur mettre des points. On va leur dire ah bah tiens ça en fait on va faire un espèce de premier tri et de catégorisation sur on va définir ce niveau de complexité et qu'est-ce qui nécessite ce que tu dis en fait. Et ça en fait on le fait à 2 en général avec les gens qui ont l'expertise et puis moi qui vais vous poser des questions pour être sûr. Et la question fondamentale, c'est celle à qui je m'adresse en fait. Tu peux pas t'adresser de la même manière à un étudiant qui débarque, un étudiant de première année, un étudiant étranger ou quoi. Et donc en fait, en mettant bien ces différentes typologies d'utilisateurs, en ayant des typologies d'utilisateurs suffisamment intéressantes, tu peux saucissonner l'information pour donner que l'information. Tu vas pas donner la même information à la personne qui s'occupe de la bibliothèque et à quelqu'un qui cherche autre chose. Donc, en croisant cette typologie d'utilisateur et puis aussi toi de toi-même en faisant cette démarche de donner des points à qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est secondaire. Là, déjà, on fait un bon tri, en fait. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de garder la pertinence de l'information. Et ça, tu le vois selon l'utilisateur. Et moi, je dirais que c'est vraiment c'est de l'informatique. Hein. Tu fais, tu testes, tu regardes. Ça marche pas. Il y a beaucoup de... Comme disait Xavier, il faut commencer sur des petites choses et tu les améliores au fur et à mesure. Parce que tu peux pas cadrer tous les cas dès le début. En fait, la plus grosse erreur. Ce serait la plus grosse erreur, c'est d'essayer de vouloir tout traiter. En fait, on peut tout traiter au niveau des informations, ça avec Vola, il n'y a pas de problème. Mais tout traiter au niveau conversationnel, je pense que ce serait une erreur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse très éclairante. Je t'en prie. Merci pour ces questions très pertinentes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que non. Non. Du coup, Olivier, si tu veux encore poser des questions, tu peux. Regarde, tu as le stage pour toi. Oui, alors en plus, oui, le pire, c'est que je ne voulais pas mobiliser trop la parole. Parce que j'ai pris des notes et effectivement, dans mes notes, il y avait pas mal de choses aussi. Oui, Aurore, c'est vrai, on est bien sur scène. C'est vrai que c'est convivial de discuter directement. Du coup, oui, si vous m'y autorisez, j'ai une autre petite question. Tout à l'heure, en fait, voilà, j'ai beaucoup apprécié la métaphore de la carte. Non, c'est pas l'anecdote, pardon, que tu as évoquée. De la carte du restaurant. Tu vois, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, j'aurais été les clients en question, je serais parti en fait. Tu vois, parce que il y a un prérequis. Oui, pardon, vas-y. Pardon, non, j'ai dit une bêtise. Non, je dis c'était un bon restaurant, ils avaient envie de manger, donc ils sont passés au-delà de la déception de ne pas avoir la carte. Hein. Enfin. Voilà. Mais tu vois, moi justement, c'est une des choses contre laquelle je souhaite vraiment rester vigilant pour à la fois promouvoir le numérique, mais en même temps ne jamais laisser quelqu'un à l'arrière et même, j'ai envie de dire, beaucoup m'intéresser à ceux qui n'aiment pas le numérique.
parce que finalement, c'est avec eux qu'on a besoin le plus de travailler pour les amener à être dans le groupe, dans la communauté, à être ensemble, tu vois. Ces clients-là, sur cette table-là, à un moment donné, je me suis dit, mais ils étaient du coup à l'extérieur, quelque part, du restaurant, du point de vue cognitif, et c'est une sensation qui peut braquer les gens. Donc moi, la question c'est, est-ce que vous avez un moyen, dans le dispositif que vous proposez, de détecter justement ceux qui vont avoir besoin d'une comment dire, d'une assistance, c'est pas le mot assistante, peut-être d'une attention particulière, de se dire, ah bah lui peut-être, comme il prend beaucoup de temps, peut-être que là du coup il faut qu'il y ait un humain, un collègue qui le contacte directement en fait. Je ne sais pas, mes propos sont peut-être un peu décousus, hein, mais j'ai vu, en fait, notamment pendant le confinement, j'ai même des gens de ma famille, en fait, hein, des proches, être obligés de passer au numérique, donc de subir des interactions numériques. Et j'ai utilisé le mot subir parce que justement, ils n'étaient pas à l'aise. Et en plus de ça, on les a forcés. Donc, ma crainte, c'était à tout moment que ces personnes-là se braquent et se disent « Non, ben moi, c'est fini, je ne veux plus entendre parler. » Mais du coup, on perd la personne. Alors du coup, est-ce que vous avez un moyen de détecter justement, avant qu'il y ait le décrochage, ce genre de cas? Compliqué. Est-ce que tu as... Non, mais la réponse n'est pas simple, on est d'accord. Hein. Ouais, non. Est-ce que, en gros, est-ce que tu sais si les gens répondent pas ouais. Bah, j'ai envie de dire, si les gens ils se sont logués avec leur compte Facebook, par exemple, bah, déjà, tu peux avoir une idée de leur âge. Oui. Et bon, alors après, c'est un peu cliché parce que tu as des seniors qui sont à l'aise avec l'informatique, mais... Non, mais on peut avoir des informations, on peut en demander toujours. Et par exemple, quand quelqu'un travaille avec ben justement, il est en ligne avec le chatbot, est-ce qu'à un moment donné, le chatbot, par exemple, peut détecter justement qu'il y a eu une boucle d'interaction qui semble ne pas aboutir et du coup passer le relais entre guillemets à un opérateur humain? Oui, tout à fait. Ça, c'est totalement possible. Si la personne est encore en ligne, et ça dépend du support. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte, en fait. Hein. S'il est encore en ligne, s'il y a du support, généralement, justement, quand ça passe en boucle et qu'il y a un problème, c'est ce qu'on appelle le handover, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à trouver la bonne réponse. Donc, il faut laisser la main à un agent humain. Tout ça, ce sont des règles que l'on doit mettre en place ensemble, en fait. Se dire, voilà, comment on réagit s'il se passe telle ou telle chose, que doit-on faire si on s'aperçoit de telle ou telle chose. Mais il faut aussi le mettre en place pour pouvoir y répondre, en fait. Parce que nous, on traque absolument, entre guillemets, tous les mouvements qui ont lieu sur la partie chatbot, et on demande de la satisfaction à chaque moment, à chaque niveau de la branche, des branches, afin de pouvoir dire, mais là, par exemple, les gens ne sont pas trop satisfaits, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, des fois, quand les gens, enfin même la plupart du temps maintenant, quand les gens ne sont pas satisfaits sur une partie d'une branche, on leur pose la question de pourquoi, ils répondent, et après, pendant quelques semaines, on laisse cette question, et après, ça nous permet de modifier. En fait, c'est quand même un chatbot, c'est quelque chose de vivant. Hein. Il faut le modifier, il faut pas le laisser dans son. Voilà, on est sûr d'avoir trouvé la bonne réponse et voilà, il doit être comme ça, il doit répondre comme ça. Non, non, il faut l'adapter en fonction de l'usage qu'en ont vos audiences. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tous les cas, sachez qu'en fait, on peut quand même contrôler, entre guillemets, voilà, beaucoup de choses. D'accord. J'ai bien vu que il faut savoir ce que l'on veut contrôler aussi, parce qu'on peut tout contrôler. Mais il faut savoir ce que l'on a envie d'avoir comme information. Très bien, merci. Je vous en prie. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Le tour de toutes les questions, voilà. Ouais. Merci en tous les cas, Olivier. Ouais, merci à vous pour cet échange très fluide et très agréable. Merci.
Je crois qu'on va prendre congé. Je ne sais pas si Aurore, tu voulais rajouter quelque chose. Non. Bah, en tout cas, merci. Merci à tous. Merci à tous d'avoir. Merci Aurore pour merci Aurore. la technique. Oui, et puis de vous avoir invité à participer. Parfait. Ben, écoutez, on vous dit à bientôt sur le navire Captain Doc Hello My Bot. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le stand de Vola. Oui, sur le stand aussi. Et vous retrouverez une super interview de Xavier. Donc, venez nombreux. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.